À l'heure du web et des médias sociaux, les règles ont changé et ce ne sont plus les annonceurs qui dépensent le plus, qui bénéficient de la plus grande visibilité, mais bien ceux qui sont en mesure de trouver l'idée contagieuse qui fera parler aux quatre coins de la toile. Pour répondre à cet enjeu de l'attention, une pratique nommée hijack inspire de plus en plus de créatifs. C'est notamment le cas de Frédéric Graillard, cofondateur de Fred & Farid. Le hijack, c'est très simple, c'est en Chine, l'exigence des clients est beaucoup plus importante et les budgets beaucoup plus petits. Et les populations, on parle d'1,3 milliard de gens. Donc on ne peut pas créer de l'énergie, on est obligé de récupérer de l'énergie. Donc on observe toute la journée les hot topics, c'est l'équivalent des trending topics, et on va récupérer pour les marques les hot topics et les détourner de façon pertinente pour soutenir un message, un produit ou une marque. La Chine, pays où l'agence compte plus de 120 collaborateurs, est un formidable terrain pour expérimenter ce fameux hijack et ainsi intercepter une conversation ou un sujet chaud pour le détourner au profit de sa marque. C'est le cas de la marque Garnier du groupe L'Oréal. On avait un produit qui était un produit pour se photoshopper en réel en fait. Le produit s'appelle PS de Garnier. Les Chinoises s'amusent à se prendre en photo et avec des logiciels type Meitu se photoshopent très rapidement avant de poster leur selfie. Garnier a lancé PS, mais for real. Et donc, ça c'est notre sujet. Et trending topic numéro 1 en Chine, c'est un mannequin homme qui s'amusait à photoshopper sa tête sur des covers de Western Magazine, type JQ, Vogue, etc. Trending topic numéro 1 en Chine, c'est un Weibo post qui dénonce ce qu'a fait ce mannequin. Donc le sujet, trending topic numéro 1 en Chine, c'est un mannequin qui se photoshop. Donc on contacte le mannequin et pour une somme très raisonnable, on arrive à lui faire poster vraiment au climax du trending topic, on arrive à lui faire poster sur mes social media, j'utilise Photoshop, et dans la vie réelle, j'utilise PS de Garnier. Et c'est un seul post qui, en 4 jours, fait 272 millions de vues. Le succès d'une campagne repose donc sur la viralité du concept et évidemment l'interaction proposée à l'utilisateur. C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, les marques sont aujourd'hui entrées dans une logique de conversation avec le consommateur et cela en temps réel. On parle alors de real-time storytelling, une nouvelle manière de communiquer avec de nouveaux codes et de nouveaux formats propres aux consommateurs connectés, comme nous l'explique Farid Mokar. Aujourd'hui, une marque ne peut pas se contenter des médias traditionnels pour communiquer parce qu'elle doit créer de l'engagement, elle doit créer de la conversation et elle va fidéliser, alors que ce soit pour le service après-vente ou en fil rouge sur toute l'année, elle ne peut pas se dire je vais acheter du média pour communiquer. Donc elle doit être présente sur les réseaux sociaux. Et il faut avoir un supplément d'âme. Aujourd'hui, l'iconicité, c'est pas la bouteille Coke, ça va être une iconicité conversationnelle. Ça va être la capacité d'une marque à pouvoir trouver des sujets soit qui rentrent dans des conversations, soit qui créent des conversations. Et la monnaie sociale des marques, c'est la conversation. Donc ça développe d'autres formes de communication pour les marques, ce que nous on appelle entre Paris et Shanghai la créativité conversationnelle, c'est de trouver des idées créatives qui raconte une histoire et qui développe un écho de cette histoire par les audiences qui se l'attribuent, soit sous la forme de user-generated content, soit sous la forme simple d'une conversation par des tweets ou par des conversations engagées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux deviennent de véritables piliers où règne la créativité et pas seulement le dialogue. Désormais, il faut penser à la fois l'histoire et l'écho de l'histoire. Celle-ci va-t-elle générer de la conversation? Est-elle légitime? Tout cela change la façon d'écrire et donc de raconter des histoires. Pour nous illustrer sa démarche, le publicitaire nous cite un cas client emblématique. Un cas de mélange de la philosophie qui est née à Shanghai avec le hijack et de créativité conversationnelle, c'est les canettes anti-foot. On a produit durant la Coupe du Monde pour une marque de boisson féminine de soft drink qui est Miso d'Orangina. On a produit 5000 canettes qui pouvaient arrêter n'importe quelle retransmission télévisée, donc saboter toutes les diffusions publiques de retransmission de matchs de football. Et donc ça a été aussi un gros buzz qui a dépassé, comme pour Carambar, l'Hexagone et qui a créé énormément de conversations. À l'Ouest, ces initiatives s'articulent autour d'une dizaine de réseaux sociaux. En Chine, ils sont plus de 500. Le pays est beaucoup plus complexe, dense et vivant, ce qui complexifie la donne. Il est donc temps pour les marques occidentales de s'y intéresser car cela préfigure certainement ce qui nous attend dans un futur très proche. Dans l'usage des réseaux sociaux, la Chine a 5 ans d'avance, même sur les États-Unis. Les États-Unis conservent une avance philosophique, ce qui est importante. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire South by Southwest 20 conférences sur la privacy, ou le droit à l'oubli par exemple. Et derrière ça, ces grands thèmes philosophiques liés au digital,
il y a 2000 startups qui vont se mettre à travailler. De ce point de vue-là, l'Amérique conserve de l'avance et conservera de l'avance. Par contre, sur les usages, la Chine a 5 ans d'avance, peut-être même, c'est même assez incomparable. C'est-à-dire que là où dans le Western World, il y a une vingtaine de social media qui intéressent les clients, je ne parle pas des geeks, mais je parle vraiment des marques, en Chine, c'est 500. Donc, je compte que 500, mais il y en a encore plus. La créativité digitale chinoise n'a aucun équivalent dans le monde. Donc c'est dû à deux choses. C'est dû d'abord à l'effet de taille. Il y a entre 600 et 800 millions de netizens qui sont sur le même fuseau horaire, Beijing Time. Ça a été imposé par Beijing. Donc ça donne des phénomènes massifs qui n'existent nulle part ailleurs. Même pas en Inde, même pas au Brésil. Et ça c'est la première raison. Donc l'effet de taille fait qu'il n'y a pas de niche. Parce qu'une application réservée aux femmes jeunes, urbaines, branchées, c'est 60 millions de femmes. Donc finalement, il y a un business model pour la moindre niche en digital, ce qui est très 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 dynamique. Et donc il n'y a pas ce dynamisme en Occident. Et deuxième raison, c'est le fait qu'on peut difficilement protéger les technos. Donc une grande partie de la créativité chinoise est une créativité d'une certaine façon du copiage, mais en fait ça va au-delà, c'est très simpliste de parler de copiage. C'est du croisement simplement de technologies, comme peut faire un DJ qui utilise des morceaux de musique à droite à gauche, mais ça reste quand même un vrai musicien, un DJ. Bon, la créativité chinoise, elle est comme ça, elle sample en fait, et elle combine et elle agrège. C'est ce qui fait WeChat, 600 millions d'utilisateurs dans le monde en 2 ans. Avec Weibo qui est né qu'à 150. Donc le dynamisme du digital chinois n'a aucun équivalent dans le monde. L'un des constats marquants de Fred et Farid consiste à dire que nos aînés payaient pour consommer des marques, tandis que notre génération a pris l'habitude de consommer gratuitement. Concernant la nouvelle génération, eh bien celle-ci commence à être payée pour les utiliser. Il ne s'agit pas d'un changement de communication, mais bien d'un changement de business model. C'est assez marrant de réaliser que nos parents avaient l'habitude d'acheter des marques. Nous, notre génération, on a pris l'habitude de ne pas payer nos marques. Nos marques préférées n'existaient pas il y a 5 ans et elles sont gratuites, c'est Google, Facebook, Twitter et autres. Et la nouvelle génération en Chine est habituée à être payée par la marque pour la consommer. Ramener au traditionnel, c'est comme si vous arriviez au supermarché et vous achetiez un pull et on vous donnait de l'argent. Et donc, pour porter le pull. Et parce que le modèle s'est déplacé, soit le modèle s'est déplacé non plus en B2B, mais non plus en B2C, mais en B2B, soit tout simplement parce qu'ils achètent un comportement pour gagner une guerre un peu plus loin. La grande guerre en Chine, qu'on appelle la BAT War, donc Baidu, Alibaba, Tencent, les 3 géants du digital chinois, qui s'affrontent sur tous les tableaux. Hein. Social mobile app, e-commerce, search engine, en fait sur tous les tableaux ils s'affrontent. Mais l'objectif final, le Graal, la fin de cette guerre, c'est d'être le premier système de paiement en Chine. Donc quelque part, c'est l'idée d'être la première banque de Chine. Hijack, Real-Time Storytelling ou encore Hot Topic sont autant de mots qui doivent désormais s'insérer dans le vocabulaire de nos marques. Pour conclure, les deux créatifs nous donnent 4 tendances à suivre pour transformer sa marque à l'heure du digital. L'exigence de conversation. Une marque qui refuse la conversation, une marque qui aujourd'hui s'auto-exclut et prend un risque énorme par rapport à des concurrents qui, eux, vont accepter la conversation. Et ensuite, il faut que les annonceurs comprennent que le bon ton, la bienséance, la bourgeoisie du digital ne suffit pas à séduire. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout le besoin d'une créativité en digital. C'est très important, c'est-à-dire qu'il faut faire le choix. On ne peut pas faire, soit on va vers le data pur et dur, et on travaille avec des mathématiciens, des développeurs et des analystes, soit on va vers le créatif digital. Et on ne remplace pas la créativité par simplement des règles de je dois poster au bon moment avec le bon ton, etc., etc. Les marques doivent s'inscrire dans une compréhension des cibles qui vont être les cibles dominantes, les audiences, peu importe comment on les appelle, et c'est les milléniums. Tout le marketing d'aujourd'hui est calqué sur des archétypes du type la ménagère de moins de 50 ans, tout ça. Les marques qui vont avoir l'intelligence d'anticiper ça et de se dire que les gamins de 20 ans aujourd'hui sont le consommateur de demain et structurer leur marketing, leur niveau de conversation, leur relation aux audiences autour de ça vont être les marques, y compris sur le service client, vont être les marques qui vont être les plus fortes parce qu'elles comprendront qu'elles parleront à des gens mobiles,
ultra connectés et dans différents niveaux d'intervention que sont les réseaux sociaux, les sphères d'influence. On avait déjà une tendance qui commence à émerger avec la social responsibility. On se disait on ne vend plus des marques, mais on vend aussi des entreprises et leur impact sur la société. Maintenant, le vrai pilote, ça va être les conversations. Une marque va se faire ou se défaire sur les réseaux sociaux. Elle va bâtir son capital immatériel, cet actif qui est la marque et qui donne de la valeur et qui fait qu'à un moment donné, dans un monde où tout est copiable, la préférence de marque va se faire sur cette badge value, mais la badge value va être la conversation. Donc le nouvel actionnaire, c'est la conversation pour les marques. Voilà.